Docteur Curtet, vous êtes un grand spécialiste de la nutrithérapie, de la nutrition et de la santé. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'est la nutrithérapie véritablement et quand elle est née? D'accord. Donc la nutrithérapie, en fait, elle a des racines très anciennes puisqu'on retrouve il y a 5000 ans chez les Chinois la pratique de donner des poudres d'algues aux goitreux. Le goitre, on sait que c'est un renflement de la gorge à cause de la thyroïde bon, à l'époque, personne ne connaissait l'iode. Mais bon, c'est empirique. Ils ont observé qu'il y avait une amélioration et aujourd'hui, on sait par les études scientifiques qu'il y a de l'iode dans l'algue. C'est un des produits les plus riches en iode qui existent et qu'il faut de l'iode pour les hormones thyroïdiennes. Donc c'était génial. C'est très ancien. Donc, Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament, c'est déjà de la nutrithérapie, en fait, etc., etc. Bon, on retrouve dans travers l'histoire. Mais disons qu'elle est née de manière moderne que vers les années 50. Aux États-Unis, oui, aux États-Unis, il y avait un courant canadien, un courant américain. Ça s'appelait la médecine orthomoléculaire, corrigée au niveau moléculaire, etc. Ensuite, il y a eu un chercheur qui a découvert la vitamine B5, Roger Williams, qui a montré qu'on pouvait moduler les gènes par les vitamines et les minéraux. Ça s'appelle la nutrigénomique, aujourd'hui c'est en pleine explosion, mais déjà en 1955, il avait trouvé ça. Bon, donc si vous voulez, c'est devenu une nouvelle discipline qu'on appelle plutôt nutrithérapie en France. Alors qu'est-ce que c'est que la nutrithérapie? C'est optimiser les fonctions, l'énergie, la mémoire, les capacités de résistance aux infections, le ralentissement du vieillissement, bon, la fertilité, enfin toutes les fonctions possibles qui dépendent de la nutrition. Qui dépendent des calories, mais qui dépendent aussi de la capacité à faire d'énergie, qui dépendent des vitamines et des minéraux, bon, etc. Ensuite, c'est prévenir les maladies. Et ensuite, c'est co-traiter, ou parfois traiter tout seul, on peut, des pathologies avec des protocoles nutritionnels et des compléments. Ensuite, c'est diagnostiquer les déficits ou les surcharges. Évidemment, il y a des surcharges en graisses saturées, en fer, on en parlait tout à l'heure, de plein de choses. Et puis des manques. Par exemple, le magnésium, la vitamine E, les oméga 3, beaucoup de gens qui en manquent. Bon, donc le travail du nutrithérapeute, c'est d'identifier les déficits et les surcharges pour donner des conseils alimentaires associés et parfois des compléments à des doses suffisantes pour faire une cure correctrice. Voilà. Et un troisième niveau, c'est d'utiliser l'aliment ou les vitamines ou les minéraux ou les acides aminés, c'est les petites briquettes qui forment les protéines, ou certains acides gras ou certains phytonutriments. Par exemple, il y a des polyphénols dans le thé vert ou la grenade, comme médicament, donc à des doses qu'on appelle pharmacologiques. C'est un effet médicament. Voilà, donc c'est 3 niveaux, nutritionnel, qui comprend la prévention, ensuite correction de déficit, c'est des cures, et des doses pharmacologiques sont souvent plus élevées pour soigner les pathologies. Quel rôle vous avez joué dans l'introduction de la nutrithérapie en France? Alors en France, il s'avère que par hasard, je ne savais même pas, que j'ai introduit la nutrithérapie, parce que moi j'avais fait mes études, fini mes études aux États-Unis, et j'ai découvert à la fin de mes études, à l'Université de Californie à Los Angeles, qu'il y avait une énorme littérature sur alimentation et santé dont on ne nous parle pas du tout dans le cursus. Ça m'a passionné, j'ai essayé sur moi, ça a bien marché, et je suis resté 7 ans aux États-Unis pour faire une synthèse d'information. Bon, après, quand je suis rentré en France, j'avais oublié la médecine générale, ça ne m'intéressait plus, donc j'ai créé une consultation de nutrithérapie, après j'ai appris que c'était la première, bon voilà. Après, il y a eu de la presse, les directeurs de presse m'ont dit, mais le courrier des lecteurs reçoit 200 coups de fil par jour pour savoir s'il y a un nutrithérapeute à Orléans, à Béziers, etc. Moi, je dis, non. Il faut Alors, pourquoi vous ne faites pas une formation? C'est de fil en aiguille, comme ça les choses se sont faites. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai fini par créer un cours en 89, ensuite donc, de former des médecins dans 20 pays, ensuite voilà. Et je m'étais installé à mi-temps pour continuer à aller dans les congrès. Ça prend beaucoup de temps de lire. Bah oui. Et donc voilà, aujourd'hui, depuis 2002, je ne consulte plus et je fais ça à plein temps. Voilà. Pas mal. Il vaut mieux aller voir un nutrithérapeute, un nutritionniste, un diététicien. C'est quoi la différence? Alors, nutrithérapeute, nutritionniste, diététicien, c'est 3 choses totalement différentes. Il y a très peu de chevauchement. Bon, c'est pas facile à comprendre, je vais l'expliquer. D'abord, le diététicien, si vous voulez, c'est du conseil alimentaire pur. Il connaît très peu les vitamines, les minéraux, les compléments alimentaires, ça ne fait pas partie de son cursus. Bon. Ensuite, le diététicien n'est pas médecin, bon, on ne peut pas faire du diagnostic normalement. Ouais. Ensuite, le diététicien agit surtout à l'hôpital, bien qu'il y ait un nouveau courant intéressant de diététiciens qui s'installe en ville. D'accord ? Donc c'est plutôt en général à l'hôpital, quelqu'un qui dans le service va suivre un protocole, mais qui est centré surtout sur les calories. Hein. Mangez moins si vous avez du surpoids, moins de sel si vous avez de l'hypertension, moins de gibier si vous avez de l'acide urique et de la goutte. Etc. Moins de sucre si vous avez du diabète. C'est privatif. Hein. On va dire que c'est le diététicien, souvent, malheureusement, il fait du régime restrictif
il va dire aux gens, vous ne pouvez pas manger ci, manger ça, bon, etc. Bon. Le nutritionniste, c'est un médecin, donc qui a des capacités diagnostiques plus importantes, qui vient de l'endocrinologie au départ, mais après les deux branches se sont séparées, hein, mais qui est quand même fondé un petit peu sur les mêmes types de notions, calories, lipides, glucides, protides, et qui ne connaît pas grand-chose des vitamines et des minéraux, sauf quelques exceptions, vitamine D, iode pour la thyroïde, etc., fer pour les anémies. Bon. Le nutrithérapeute, quelle est la différence? C'est que le nutrithérapeute, il essaie de couvrir l'ensemble, hein, c'est-à-dire le conseil alimentaire non négatif, c'est-à-dire qu'on a découvert, si vous voulez, par les études, que les conseils restrictifs ne marchent pas. Donc, si vous voulez, ça ne sert à rien de dire aux gens « mangez moins ». En fait, le comportement alimentaire, il est reptilien, c'est instinctif, et ensuite c'est affectif, c'est pas rationnel. Donc, tout le monde sait qu'il ne faut pas trop manger, qu'il faut manger ci, qu'il faut manger ça, mais personne ne le fait ou presque. Bon. Donc, c'est une autre approche. On pousse, on encourage les gens à voir ce qu'ils ont à gagner à boire du thé vert plutôt que du café, parce qu'on leur explique quand même, bien sûr. C'est un message positif, oui. Voilà. Ouais. Donc c'est un accompagnement pour prendre des trucs positifs. Si vous mangez plus de chocolat, vous mangez moins de gâteaux. Bon, si vous prenez de l'huile d'olive, vous ne prenez pas de l'huile de tournesol qui n'est pas bonne pour la santé. Un bon aliment chasse le mauvais. Donc c'est une attitude déjà complètement différente, positive. Ensuite, si vous voulez, le nutrithérapeute est formé à faire du diagnostic de déficit qui n'a jamais été enseigné à la fac de médecine. À la fac de médecine, on diagnostique le manque de fer, le manque de vitamine D, le manque d'iode, le manque de B9 et de B12. Bon, le reste, ça n'existe pas. Donc, ils ne savent pas diagnostiquer le manque de magnésium, le manque de zinc, le manque de sélénium, le manque d'oméga 3. Enfin, tout le reste, ça n'existe pas. Ce n'est pas au programme. Donc, si vous voulez, le nutrithérapeute, lui, il est censé tout savoir, faire les diagnostics de déficit ou de surcharge dans X. Et bon, aujourd'hui, on a des analyses biologiques qui permettent de faire tout ça, qui ne sont pas au répertoire du nutritionniste. Et enfin, l'utilisation pharmacologique dont je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire utiliser comme un médicament les oméga 3 ou les polyphénols, ça alors là, c'est ni chez le diététicien ni chez le nutritionniste. C'est vraiment ce qui est le plus au cœur de la nutrithérapie, c'est d'utiliser l'aliment ou le complément comme médicament. Et le micronutritionniste? Alors micronutritionniste, c'est quelques labos qui ont mis en avant ce truc-là, mais ce n'est pas un très bon terme de mon point de vue parce que micronutrition, ça fait référence seulement aux vitamines et aux minéraux, alors que tout est important. L'alimentation, c'est important. Ce n'est pas de la micronutrition, c'est de la macronutrition. Donc, si vous voulez, ce terme, je ne trouve pas très bon. Aujourd'hui, on préfère dire nutrithérapie, c'est beaucoup plus vaste, c'est complet. La micronutrition, ce n'est pas complet. Est-ce que vous auriez quelques exemples de médicaments soigneurs, d'aliments soigneurs? D'aliments soigneurs, tout le monde connaît les oméga 3. Les oméga 3 sont antidépresseurs. Pourquoi? Parce que c'est des acides gras très désaturés, qui sont très flexibles. Ils vont dans les membranes cellulaires qui sont faites de lipides. Et quand ils vont dans les neurones, eh bien, la neurotransmission se fait mieux. Donc c'est un truc basique, très simple. Si on veut dynamiser le cerveau, ce n'est pas spécifique de la nutrition. Ça marche aussi, on voit chez les enfants hyperactifs ou dans d'autres études. Donner des oméga 3, réduire les saturés, ça va dynamiser les communications entre les cellules, et en particulier dans le cerveau, c'est très intéressant. Bon, les oméga 3 font baisser les triglycérides, les gens qui ont trop de graisse, parce que ces oméga 3 qui sont très désaturés se brûlent facilement. D'accord ? Donc, si vos triglycérides sont faits avec des acides gras saturés de beurre ou de fromage, c'est incombustible. On ne peut pas les brûler. Donc, ils tournent, vous avez plein de triglycérides dans le sang. D'accord ? Au pire, ils se déposent dans le tissu adipeux et ils sont là logés pour l'éternité parce qu'ils sont inertes. C'est pas intéressant. Bon, si on est phoque et qu'on vit dans l'Arctique, là d'où je reviens, c'est intéressant parce que là, ils ont besoin d'une grosse couche de graisse pour isolant thermique. Mais bon, chez nous, c'est moins intéressant avec le réchauffement climatique, ça va aller de moins en moins. Donc, si vous voulez, les oméga 3, médicaments aussi contre les triglycérides. C'est l'indication sous AMM, c'est-à-dire autorisée par le ministère, de l'administration des oméga 3. C'est deux exemples. Enfin. Est-ce qu'à certains moments, la nutrithérapie peut se substituer à un traitement médicamenteux? Est-ce que c'est possible? La nutrithérapie peut être thérapeutique dans beaucoup de cas, mais malheureusement, évidemment, pas tous. Donc, par exemple, dans une polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie très grave, c'est rare qu'on arrive à faire enlever tous les médicaments. On peut les faire baisser, mais on ne peut pas les enlever. On ne va pas se substituer à une chimiothérapie, par exemple.
on va pas compter là-dessus pour un traitement du sida, etc. Il faut des antirétroviraux. De pathologies très lourdes là. Voilà, pathologies très lourdes. En général. C'est un accompagnement là. Mais il y a des pathologies lourdes qu'on peut soigner par la nutrithérapie. Ah oui. Oui, ça existe, des maladies génétiques à 100%. Le seul traitement pratiquement, c'est la nutrithérapie. Vous avez à l'hôpital Necker un service ça s'appelle maladies vitaminodépendantes. C'est des maladies génétiques qui ne sont pratiquement soignées que par la nutrithérapie. La myopathie, le coenzyme Q10 marche très bien, etc. Bon. Donc, il y a des pathologies graves qui peuvent être très bien soignées par la nutrithérapie, mais malheureusement, voilà. Si vous avez une hypertension très élevée, ça ne va pas suffire. Si vous avez une hypertension modérée, la nutrie, entre l'alimentation et les compléments, ça va suffire. Mais on voit aussi, parce que chaque patient est différent, d'accord? Donc, il y a des patients chez qui ça va suffisant, on voit ce qui se passe. Si ce n'est pas suffisant, malheureusement, il faudra garder un peu de médicament ou rajouter un médicament qui sera à dose moins élevée, ce qui permet d'avoir moins d'effets secondaires. Est-ce que le régime méditerranéen, okinawa, crétois, tous ces régimes-là qui ont été à un certain moment à la mode, ça fonctionne toujours ou c'est toujours d'actualité ou pas? Je préférerais le mot modèle au mot régime, parce que régime, ça vient de la diététique, et les gens n'aiment pas parce que c'est entaché à du restrictif. Régime, c'est manger moins, donc régime, un modèle, on a viré ce mot. Le mot diététique lui-même, malheureusement, est entaché de ce côté négatif, donc on évite, on va dire modèle. Un modèle, c'est là pour inspirer de manière positive, parce que quand on voit des Okinawaïens qui, à 85 ans, grimpent dans l'arbre pour cueillir des pommes 6 heures par jour, qu'ils font de la pêche aux poulpes en apnée. C'est un bon modèle, effectivement. Voilà, ça donne envie. Récemment, vous avez vu, on a découvert un village au sud de Naples, à Ceroli. Il y a 81 centenaires sur 700 habitants. Et ils montent des pentes très élevées derrière leurs collines, ils jardinent, ils ont une activité sexuelle anormalement conservée pour cet âge, etc. Bon, tout ça, ça peut donner envie. Et donc on préfère, un bon modèle, effectivement. On préfère donner envie. Ça marche d'ailleurs beaucoup mieux, c'est prouvé par les études, que de dire faites pas ci, faites pas ça. Donc c'est toujours d'actualité. Plus que jamais. C'est plus que d'actualité. Il y a des milliers d'études qui valident le régime méditerranéen, enfin le modèle, vous voyez, je m'y fais prendre moi-même, le modèle méditerranéen, qui réduit le déclin cognitif, le risque d'Alzheimer, de diabète, de surpoids, de maladies cardiovasculaires, enfin pratiquement tout. Bon. Globalement, on revient à la première question que vous m'avez posée, c'est le modèle méditerranéen et encore plus Okinawa sont des modèles d'alimentation anti-inflammatoires. Comme par hasard, ils mangent moins de viande, beaucoup plus de végétaux, c'est la base, mais ensuite ils prennent de l'huile d'olive riche en polyphénol extrêmement anti-inflammatoire. Les polyphénols qui sont très riches dans l'huile d'olive vierge, d'accord, dans le chocolat noir, dans le thé vert, bon, ça c'est plus Okinawa évidemment le thé vert, sont incroyablement anti-inflammatoires et ils mobilisent, si vous voulez, des systèmes de défense très puissants inventés par les plantes pour se défendre. Donc tout ce mélange a des effets positifs, c'est multifactoriel. Méditerranéen, Okinawa a apporté d'autres choses comme le thé vert. Bon, donc c'est une synthèse. C'est plus que d'actualité, c'est au cœur des recommandations des grandes organisations mondiales contre le cancer, etc. Et en un mot, quel est votre regard sur l'alimentation en France? Ça s'améliore, ça ne s'améliore pas? Il y a des choses qui s'améliorent. Il y a eu quelques efforts. Il y a des campagnes pour les fruits et légumes, mais qui ne sont pas très efficaces parce que dans les chiffres, on voit que même s'il y a des tentatives de conscientisation, des investissements assez importants pour améliorer les choses, ça ne suit pas. Au niveau des chiffres, ni de la consommation des Français, ni de l'amélioration des pathologies. Aujourd'hui, on a 5% de Français chaque année en plus sous chimiothérapie. Ah oui. On a un doublement en quelques dizaines d'années du taux de surpoids, de diabète. Bon, il y a quelques chiffres qui sont améliorés sur le cardiovasculaire, mais ce n'est pas brillant. Il y a une multiplication de pathologies inflammatoires, auto-immunes, intolérance alimentaire, problèmes psychologiques incroyables, une explosion des pathologies psychiatriques. Bon. C'est évidemment pas que l'alimentation, il y a la pollution, le stress, la mauvaise qualité du sommeil, mais on ne maîtrise pas du tout la question. Donc, la France pourrait faire énormément mieux. D'abord, ce qui est scandaleux, si vous voulez, c'est de donner une alimentation correcte dans les cantines scolaires, où on est en train de débattre s'il faut ou pas, le Sénat bloque le fait d'obliger à 20% la biologie. C'est scandaleux. Ça devrait être 100% bio pour les enfants. Bon. Pour les femmes enceintes, on a démontré que le fœtus est pollué déjà avant de naître par plusieurs centaines de polluants.
dont 15 extrêmement préoccupants, les plus carcinogènes, inflammatoires, etc. C'est horrible. Bon. Avant même de naître. C'est totalement intolérable. Les maternités devraient faire du bio intégral. Bon, et pas seulement du bio, parce que bio, c'est pas tout. Vous avez l'huile de tournesol qui est bio, mais ça ne contient pas d'oméga 3, trop d'oméga 6. Donc, c'est bio et santé. Il faudrait que les choses soient bio et santé. On a la masse d'études considérable. Il y a de quoi faire, en tout cas. Deuxièmement, l'agriculture n'est pas du tout à la hauteur. Nous, vous, moi, nos auditeurs, eh bien, vous payez tous les jours pour les pauvres éleveurs de produits laitiers, de vaches, de bidoches industrielles, la plus inflammatoire qui existe. C'est totalement hallucinant. C'est complètement... Il faut arrêter les bêtises. Bon, des champs de maïs à profusion qui pompent de l'eau, qui polluent et qui ne sont pas bons pour la santé. L'orientation de l'agriculture aujourd'hui, il y a de nouvelles annonces de l'INRA qui sont encourageantes, mais les agriculteurs français poussent de manière industrielle, en polluant, en abîmant la terre, des produits contre la santé. C'est complètement hallucinant. Bon, il faut arrêter. Ce sera le coup de gueule du docteur Curtet. Ouais. Ce n'est pas le ministre de l'Agriculture qui doit dire ce qu'il faut cultiver, c'est le ministère de la Santé. Ouais. Bon, là, il y a un problème, c'est que, voilà, on a, et donc tout le monde soutient actuellement un système qui est foutu. Et il faut changer. Il faut changer. Docteur Curtet, merci pour ces bons conseils et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.